Mesdemoiselles et messieurs, chers amis de Diaspora Interaction, bienvenue à votre Flash Info Afrique de ce jour. Je suis Aristide Kielem et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui afin de faire un tour de l'actualité d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. Je vous retrouve avec nos invités juste après le jingle. Chers spectateurs, chers amis de Diaspora Interaction, bon retour sur la chaîne de la diversité et de l'inclusion. J'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Robert Zinzi, oui. Bienvenue, qui vient d'arriver de Côte d'Ivoire. Merci, oui. Et Ibrahima, que vous connaissez tous très bien, qui est un chroniqueur politique. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Nous allons faire ensemble aujourd'hui un tour de l'actualité africaine. Robert, vous venez d'arriver de Côte d'Ivoire et vous êtes un fin analyste de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Situation que vous connaissez très bien et que vous vivez également. Est-ce que la création de ce nouveau parti, le Parti des peuples africains, est une révolution dans le paysage politique ivoirien, ou est-ce juste un nouveau parti avec l'ancien président Gbagbo qui ne va pas changer grand-chose? C'est l'offre politique n'est pas nouvelle. Elle a été remodifiée. Ce qui s'est ajouté à cette offre politique-là, c'est la vision du panafricanisme. Et c'est ce qui fait la nouveauté de ce nouveau parti-là. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, au-delà de défendre la notion de souveraineté, d'indépendance, veut s'inscrire dans le dynamisme de panafricaniste. Voilà pourquoi il a proposé cette nouvelle offre politique-là. Et c'est sûr que cette nouvelle option, cette nouvelle vision, c'est nouveau pour les Ivoiriens, mais ce n'est pas nouveau pour les Africains eux-mêmes. Étant entendu que quand on regarde un peu l'idéologie, le fondement ou les idées qui sont développées à travers ce nouveau parti-là, cela se fonde un peu sur l'ancien RDA qu'on avait dans le passé. Le Rassemblement démocratique africain. Voilà, justement. Et vous voyez même dans l'appellation de ce parti-là, PPA Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on espère qu'avec cette nouvelle offre qui est la vision panafricaniste, on aura peut-être un PPA Burkina Faso, un PPA Mali, un PPA Bénin, etc., etc. Donc cette offre nouvelle-là révolutionne un peu le paysage politique ivoirien parce qu'on se rend compte que Laurent Gbagbo aujourd'hui n'appartient plus trop à la Côte d'Ivoire. Il est en train de, comme on dit, pas de s'émanciper, mais d'appartenir à l'Afrique tout entière. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Donc cette offre-là vient un peu révolutionner, mais elle vient quand même inquiéter celles qui sont là, quand même, les autres partis qui sont là. Donc c'est ce qui crée un peu beaucoup le débat ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Ben, ce parti-là briguera notamment la magistrature suprême, notamment la présidence, avec les élections qui auront lieu en 2025, et il n'est pas exclu que l'ancien président Laurent Gbagbo y participe. Ibrahima, l'ancien président Gbagbo a plus de 75 ans aujourd'hui et les plus grands acteurs politiques en Côte d'Ivoire sont de sa génération. Est-ce qu'il faut, comme on l'entend depuis un certain temps en Côte d'Ivoire, laisser la place à une nouvelle génération, notamment avec ce nouveau parti-là? Est-ce que c'est une opportunité d'introduire une nouvelle génération dans le paysage politique ivoirien? Oui, c'est sûr que ce qu'on voit en tout cas dans le paysage politique ivoirien, c'est que les élites politiques qui ont mis ce pays dans cette crise dont il a du mal encore à en sortir, sont tous très âgés. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est qu'on a une pléthore de partis politiques qui ne répondent toujours pas correctement aux demandes des citoyens, des gens, parce qu'on a toujours quand même beaucoup de pauvreté, la distribution des richesses se fait de manière toujours anarchique. Je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement riche. On vient de découvrir des gisements exceptionnels de pétrole au large, le café, le cacao. Donc on a un pays qui, théoriquement, devrait pouvoir donner des écoles, de la formation à sa population. Mais ça ne se fait pas, ou ça se fait mal. Donc l'offre de Gbagbo, c'est sûr qu'il est le Gbagbo nouveau qui est passé par la KCPI. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Moi j'attends de voir, parce qu'il faut quand même se rappeler que Gbagbo crée ce parti parce que son propre parti n'a pas réussi à prendre le contrôle.
Donc il y a ce FPI avec Afingessa qui vient de faire d'ailleurs son congrès, oui, et qui avait quand même eu 2500 selon ce que j'ai lu. Donc ça veut dire quand même qu'il a encore quelques troupes derrière lui. Alors, donc ça va être intéressant d'observer comment les choses vont se passer. Est-ce que le FPI, canal Afingessa, va disparaître ou va se présenter ou s'allier avec le RHDP ou d'autres partis? En tout cas, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de boulevard pour Laurent Gbagbo pour essayer de gagner une course en 2025. Et ensuite, il y a déjà son âge qui ne sera peut-être pas facile s'il y a des candidats beaucoup plus jeunes. Est-ce que Ouattara va sortir du jeu ou va lui donner un coup de main? Toutes ces questions, je pense que tu as dû tâter un peu le terrain. Oui, moi je retiens deux choses dans tout ce qui a été dit. D'abord, tout ça, ça revient un peu au débat qui a lieu présentement en Côte d'Ivoire, le débat sur la limitation de l'âge en ce qui concerne les présidentielles. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est très important. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Donc, le PPA ne peut ne pas s'inscrire dans cet ordre-là. Mais ce qui est à souligner, c'est que Laurent Gbagbo lui-même, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Mais il ne l'exclut pas. Oui. Il dit qu'il fera la politique jusqu'à la mort. Oui, il ne l'exclut pas. Mais attendez de voir, déjà, il a 76 ans. 76 ans. Et la présidentielle, c'est dans 4 ans. Il aura 80 ans. 80 ans. Est-ce qu'il aura la force, l'énergie nécessaire pour briguer une présidence? Cela reste à voir. Mais il faut quand même revenir quand même à l'an 2000. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, le débat sur la limitation d'âge a été introduit par lui à l'Assemblée nationale. Il a même fait des déclarations là-dessus en disant qu'au-delà de 80 ans, ce n'est pas bon d'exercer un pouvoir d'État, etc. Vu qu'on est confronté à différents problèmes de santé, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en 2016, cette loi-là a été retirée par le pouvoir RHDP. Ça, on ne le dit pas. Quand ça a été retiré, ça n'a pas créé un débat. C'est passé sous silence. Mais bizarrement, en 2021, lorsque Laurent Gbagbo revient dans son pays, ce débat revient. Un autre fait bizarre, c'est que le RHDP qui a retiré cette loi-là est le parti qui, ou du moins c'est le président issu du RHDP qui est en train de vouloir réintroduire cette limitation d'âge. Alors que Gbagbo, qui introduisait cette loi-là, semble être contre maintenant cette limitation d'âge. C'est comme s'il y avait un tripatouillage d'un autre un changement, comme s'il faisait du trading avec oui, mais c'est ça. C'est-à-dire quand on utilise une loi à des fins politiques, ça n'assainit pas le débat politique. Et c'est ce qui se passe présentement. C'est ce qui se passe présentement. Et ça, ce n'est pas intéressant. Dans tous les cas, même Laurent Gbagbo, en attendant en 2025, mais n'oublions pas qu'il est aussi frappé par une décision judiciaire. Il est condamné pour 20 ans dans les cases de BCAO. Ça aussi, ça peut l'empêcher d'être candidat en 2025. Mais attendons de voir. Attendons de voir. Moi, je pense que observons, attendons de voir que lui-même, il prenne une position quant à une éventuelle candidature, ce qui, je pense, n'est pas à exclure. N'est pas à exclure. Parce que, bon, on s'est dit quelque part, il a été victime quand même d'une injustice. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a pas pu exercer le pouvoir d'État véritablement jusqu'à ce qu'il aille à la CPI. Donc, reconquérir le pouvoir d'État serait lui rendre justice quelque part. Et ça pourra lui permettre d'aplanir et d'exercer sa politique de panafricanisme dont il est en train de faire l'apologie. Maintenant, on se focalise sur Laurent Gbagbo, mais on ne se pose pas la question, est-ce qu'Henri Konan Bédié sera candidat? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara sera candidat? On ne se pose pas la question. D'où la nécessité de se poser la question sur la nouvelle génération qui pourrait prendre la relève. Bon. Et donc mettre ces personnes qui sont proches de 75 ans à une retraite très bien méritée. Mais pourquoi moi, la question qu'il faut se poser, pourquoi vouloir les mettre à la retraite? Surtout qu'il y a Blé-Goudé, il y a Soro. Oui, mais vous savez, en politique, c'est comme à la fonction publique. On ne va pas à la retraite en groupe, chacun a sa date de retraite. Chacun a sa date à son âge de retraite, il va. Mais pourquoi vouloir forcément que ces personnages-là aillent à la retraite, s'ils peuvent encore servir? Mais depuis la fin des années 90, avec le décès notamment du président Houphouët-Boigny, nous avons trois personnages qui occupent la vie politique ivoirienne. Mon analyse très simple est que
La personne qui avait 40 ans au moment où le président Houphouët-Boigny est décédé, il a été pris en otage. Et il a maintenant plus de 60 ans. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont restées plus de 20 ans à occuper le paysage politique. Peut-être qu'il est temps pour cet homme qui avait 40 ans à cette époque, et qui a maintenant plus de 60 ans, de pouvoir s'exprimer, apporter une solution nouvelle au problème des Ivoiriens. D'où le fait, la Constitution le dit, celui qui veut être candidat, il est candidat, on n'exclut personne. On n'exclut personne. Et la décision revient aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de décider si X ou Y est apte à diriger le pays ou pas, vu son âge ou vu son expérience politique. Je pense que la problématique de l'âge, de la candidature, d'une éventuelle candidature de Laurent Gbagbo va se poser plus tard. Mais elle va se poser avec d'autres candidatures. Moi je le dis, en 2025, attendons de voir qui sera candidat. D'autant plus qu'il y a Madame Gbagbo qui veut, il semblerait qu'elle veut créer son parti. Simone. Bon, pour le moment, elle a créé un mouvement. Un mouvement politique, ce n'est pas encore un parti. Je rappelle que Simone Gbagbo, vu les problèmes personnels qu'elle avait avec Laurent Gbagbo, s'est un peu mise à l'écart. Il y a un divorce en cours. Un divorce en cours, qui, je pense, n'a pas encore été prononcé définitivement, mais qui est en cours. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un divorce politique. Parce qu'on n'imagine pas Simone Gbagbo ailleurs qu'aux côtés de Laurent Gbagbo, politiquement parlant. Politiquement parlant. Mais il n'était pas à la oui, ne pas congrès fondateur. Mais je rappelle que le président, il y a eu une médiation qui a été menée par l'un des collaborateurs de Laurent Gbagbo pour aller rencontrer Simone Gbagbo pour lui proposer l'offre politique. Elle a dit qu'elle a refusé poliment l'offre politique en disant qu'elle ne veut pas continuer avec ce groupe-là. Mais ce n'est que momentané. Attendons de voir. Comme l'a dit le porte-parole Koné Katina, il a dit attendons de voir. Parce que Simone Gbagbo est une femme politique, c'est une bête politique. Donc on ne l'imagine pas ailleurs, maintenant un combat politique ailleurs qu'au côté de la gauche. Et la gauche est symbolisée par Laurent Gbagbo. Mais notons qu'en plus de Laurent Gbagbo, d'éventuellement Simone Gbagbo qui vient de créer un mouvement et de toutes ces personnes qui notamment brigueront la magistrature suprême en 2025, nous avons aussi le président en place. Oui. Qui est à son premier mandat de la Troisième République et donc qui potentiellement pourrait se représenter. Ben voilà, ça en revient là-dessus. Voyez-vous un peu. Donc en 2025, ça veut dire qu'Alassane Ouattara aura fini son premier mandat, il lui reste encore 2 mandats à faire. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Ibrahima, on pourrait se retrouver avec 5, 6, 7, 8 candidats en 2025 en Côte d'Ivoire. Oui, mais je pense que pour Ouattara, Ouattara, après déjà tout ce qui s'est passé avec ce 3e mandat, ce fond de crise, il a juré Orbi et Torbi qu'il cette fois-ci c'est le dernier. Moi je pense que Ouattara ne pourra pas partir encore pour une candidature. C'est sûr qu'il prépare déjà Big Togo, certains parlent de Adama Big Togo éventuellement, mais ce qui est sûr pour Laurent Gbagbo, je reviens, ce qui est novateur dans son projet, c'est vrai que c'est cette étiquette panafricaine. Moi j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on pense à refonder le RDA, qui était une très belle idée, d'avoir un parti interterritorial et qui puisse travailler les masses pour arriver à cette intégration, comme Kouma l'avait dit. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, Gbagbo est un visionnaire. Maintenant, est-ce qu'il va avoir les moyens de déployer tout ça? D'abord, déjà de travailler la Côte d'Ivoire et ensuite voir dans la sous-région s'il y aura des PAP, Mali, Guinée et autres. Moi, j'en doute. Mais l'idée en soi est très bonne. Parce que, comme je dis, on vient de le dire pour la CEDEAO, toutes les problématiques aujourd'hui sur lesquelles les gens sont confrontés sont des problématiques globaux. Donc sous-régionaux, que ce soit la sécurité, que ce soit l'énergie, que ce soit... on ne peut plus rester enfermé dans sa petite Côte d'Ivoire, dans son petit Mali. Tout est interconnecté, lié. Donc pourquoi rester dans ces carcans que nous ont laissé la colonisation alors qu'aujourd'hui on a tous les moyens pour dire mais oui, on peut garder les frontières, mais les ouvrir et travailler, avoir des politiques communes. Oui, moi je ne veux pas être pessimiste, je suis quand même assez optimiste. Il faut le dire, tout récemment, le PPA a été invité au Burkina Faso pour rencontrer l'Union des Sankaristes. Ça, c'est aussi un autre parti
qui prônent un peu le panafricanisme, le nationalisme, etc. Donc ça commence par là. Ça commence par là. L'important, c'est de rassembler ces partis-là qui partagent ces idéaux-là et ensemble, on fédère tous ces idées-là pour arriver au pouvoir d'État et pouvoir mettre en place cette politique qu'on veut mettre en place. Donc, pour moi, ça commence petit à petit, mais ça va faire effet boule de neige si on leur laisse quand même le temps de développer leurs idées, leur politique comme il se doit. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un PPA au pouvoir en Côte d'Ivoire, un PPA ou son équivalent au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans plusieurs pays de la sous-région, ça pourrait permettre de renforcer l'idée d'une plus grande unité africaine? Mais justement, c'est là l'idée. C'est ça le projet de Nkrumah. C'est cela l'idée. Et c'est pour ça qu'un monsieur comme Nkrumah, un monsieur comme Jerry John Rawlings, un monsieur comme Thomas Sankara, c'est ça qui légitime leur combat. Et c'est ce que veut porter Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et c'est ce qu'on souhaite pour l'Afrique de demain. Modibo Keïta et Sékou Touré avaient créé avec Nkrumah, d'ailleurs, l'éphémère Union Ghana-Guinée-Mali, Oui. qui a duré quelques mois, mais ça avait été matérialisé. Donc il y avait eu un premier conseil des ministres commun. Mais sauf qu'après, il y a eu le coup d'État qui a balayé Nkrumah, qui a balayé Modibo Keïta en 68. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'une armée africaine, etc. Imaginez-vous si on a tous ces partis-là qui sont au pouvoir. Ce serait plus facile de mettre en œuvre une armée, de mettre en œuvre une bonne économie pour faire face à, aujourd'hui, la France-Afrique, comme on le dit. Ben, ça, ce serait un beau projet, mais attendons de voir ce que l'avenir nous réservera. Et ce ne sera certainement pas pour 2025. Non, mais attendons de voir si plus tard on pourrait avoir ce genre de rapprochement interpays avec des idées et des idéologies qui sont proches, une plus grande intégration africaine qui ne pourra qu'être bénéfique au continent. Ouais. Après le coup d'État militaire qui a eu lieu au cours des dernières semaines, nous assistons à la mise en place d'un conseil de souveraineté qui exclut les tendances pro-civiles. Monsieur Ibrahima, quelle est votre position sur ce sujet-là? Oui, c'est vrai que la situation au Soudan est dramatique. On a un pays qui plonge de plus en plus dans la crise, donc avec ce coup d'État qui avait renversé un dictateur, un vieux dictateur qui avait commis beaucoup de crimes avec le Darfour et toutes les problématiques qu'on connaît. L'armée arrive et a essayé de mettre en place un système pour partager le pouvoir avec les civils dans une transition qui commençait à bien fonctionner. Et là, patatras, là, au dernier moment, on a donc ce général Al-Bourhan qui décide de se séparer donc de tous les civils de gouvernement dans une espèce de deuxième coup d'État. Alors, ça fait penser d'ailleurs au Mali et aux deux coups d'État de Assimi Goïta, on va en parler plus tard. Donc on a une situation du coup bloquée avec des soldats qui veulent garder la main et une société civile qui est déterminée à ne pas les laisser faire. Donc c'est ce qui a donné ces images qu'on a vues insoutenables de gens qui sont mitraillés, des civils, et surtout sur fond de crise. Le Soudan est en crise économique, les prix des denrées de première nécessité, l'économie est à terre. Donc je ne sais pas comment les choses vont tourner, mais c'est sûr que la situation est tendue. Mais Robert, quelle est ta position là-dessus, notamment face à l'espoir qui semble être brisé à la suite du départ de l'ancien président qu'on qualifiait de dictateur? Bon, tu l'as si bien dit, l'espoir est brisé. Donc moi, à mon avis, je pense que c'est l'inquiétude. Et il faut s'inquiéter. On sait que cette zone est une zone instable politiquement. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces militaires-là au pouvoir, on s'inquiète. On s'inquiète surtout que cela avait bien commencé avec l'introduction des civils dans le processus de démocratisation, si on peut dire ainsi. Mais malheureusement, les militaires reprennent la main. Et ça, c'est quand on connaît cette zone-là qui a connu beaucoup de difficultés, et quand on voit cela, on s'inquiète, vraiment on est inquiet. Et comme on dit, attendons de voir comment ça va se passer. Mais je suis pas pessimiste, mais je m'inquiète. Je m'inquiète quant à l'avenir de ce pays-là avec ces militaires-là. Merci infiniment.
avec plus de 5 personnes tuées à la suite des manifestations consécutives au coup de force des militaires au Soudan, nous continuerons à suivre la situation dans ce pays et nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Plus près du Soudan, en Éthiopie, toujours dans l'enlisement, les rebelles sont toujours aux portes d'Addis Abeba. Face à la négociation des acteurs internationaux et notamment face au départ du personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis, ordonné aujourd'hui, la situation à Addis Abeba et notamment dans toute l'Éthiopie est très inquiétante, notamment face à la montée des rebelles tigréens. Je voudrais encore me tourner vers vous, Ibrahima, et avoir votre avis sur la situation, notamment cette situation qui ressemble à un déjà-vu. Ben oui, déjà vu, d'autant plus qu'on a souvent couvert un peu cette crise éthiopienne. On présentait il y a seulement quelques années, il y a 1 ou 2 ans, ce Premier ministre Abiy Ahmed comme un nouveau dirigeant africain positif, ouvert au business et il a même eu le prix Nobel de la paix. C'est ça, et pour ça on lui avait donné le prix Nobel de la paix et on se rend compte qu'on est allé peut-être trop vite. En fait, derrière donc cet affichage-là, on avait quelqu'un qui était quand même avait une vision un peu obtuse de la construction de l'État-nation éthiopienne. L'Éthiopie est un agrégat de territoire. Il a oublié ça. Et les Tigréens sont ceux qui dirigent cette rébellion, étaient justement ceux qui étaient au pouvoir pendant un moment, et c'est eux qui ont combattu aussi la libération de l'Érythrée. Enfin, donc les équations sont très complexes et les nier donc donnent ce qu'on a vu là en ce moment, un pays qui est tiraillé donc par la guerre et des affrontements entre les 2 grands groupes qui se disputent le pays, les Oromo, les Amara et puis les Tigréens. Donc, ce qui est nouveau là-dedans, c'est qu'on a aujourd'hui une coalition qui s'est formée donc, entre les rebelles donc tigréens et les Oromo, ce qui donne plus encore de pouvoir pour peser sur l'armée fédérale qui garde pour l'instant la Addis Abeba. Et je rappelle quand même que l'Éthiopie, c'est 110 millions d'habitants, c'est le 2e pays africain le plus peuplé, donc après le Nigeria. Oui. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce pays qui abrite en plus le siège de l'Union africaine et de toutes les grosses institutions donc de la Corne de l'Afrique. Enfin, donc c'est une puissance sous-régionale qui est en grande difficulté avec tous les risques que ça comporte. Alors ce Premier ministre qui avait obtenu le prix Nobel de la paix est aujourd'hui dans un discours guerrier, offensif, nationaliste, que réprouve maintenant d'ailleurs la communauté internationale. Tu l'as si bien dit, les Américains donc tous les grands pays commencent à dire à leurs ressortissants de rentrer, ce qui n'augure rien de bon. Quand on sait qu'en général, ça peut terminer très mal. Donc c'est ça, oui. Moi je trouve quand même que c'est inquiétant parce que ce pays, on le présentait comme un modèle en plus de développement. Il y a quelques années seulement, il y avait un taux de croissance à 2 chiffres. Absolument. Un chemin de fer rutilant entre Djibouti et Addis, et puis ce projet de grand barrage. Enfin, donc j'ose espérer que la paix va prévaloir. Pour l'instant, il y a des discussions très très serrées avec les experts, avec l'Union africaine, mais les rebelles ont aujourd'hui l'ascendant et ils sont prêts à foncer sur Addis Abeba, qui est quand même une grande métropole. Donc, et ça peut déraper sérieusement. Ben, Robert, tu as entendu le point d'Ibrahima. Moi, j'ai l'impression que la paix, c'est essentiel, notamment pour le développement. Après plusieurs années de développement, ben, il semble qu'une attaque de rebelles semble être en mesure de remettre en cause tous ces progrès-là. Et on voit aussi que c'est un peu une attaque, c'est une rébellion un peu ethnique, parce que c'est un ou deux groupes ethniques qui forment cette rébellion-là. Quels sont les espoirs qui peuvent naître de la situation en Éthiopie? Est-ce qu'on se dirige plus probablement vers une situation chaotique, ou bien est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Parler d'espoir, je dirais pas, ce serait peut-être difficile. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, l'Éthiopie, au-delà d'être une puissance économique, est aussi une puissance militaire, n'oublions pas.
Je pense qu'en Afrique ici, après l'Afrique du Sud, sur le plan militaire, c'est l'Éthiopie. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre qu'une nation aussi forte militairement, même économiquement comme l'Éthiopie, puisse aujourd'hui être fragilisée par une rébellion sans que la communauté internationale ne puisse prendre véritablement de position en tant que telle. On a ce Premier ministre-là qui est présenté, qui est vu comme répondant aux atouts des Occidents, puisqu'il a obtenu un prix Nobel. Aujourd'hui, il est en difficulté. La question qu'on se pose, qui soutient ces rebelles-là contre lui? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à sortir de cette situation-là? Mais la particularité, c'est ce qu'on appelle la rébellion, là, c'est vraiment une armée, parce que c'est un État fédéral. Donc les Tigréens ils avaient leur État. En fait, l'Éthiopie avait expérimenté un système de fédéralisme ethnique, en créant des régions sur des bases ethniques. Mais les Tigréens étaient nombreux, donc ils avaient déjà l'armée de leur territoire, que le fédéral est venu dissoudre. Et c'est ça qui a créé la crise. Mais ce qui est aujourd'hui surtout inquiétant, c'est que tous les cadres, souvent des généraux de l'armée éthiopienne, de cette grande armée éthiopienne, étaient des Tigréens. Et ce sont eux qui sont aujourd'hui donc en train, parce qu'ils ont cette expertise, connaissent le terrain, ils ont fait des années de guerre dans le conflit qu'il y avait avec l'Érythrée. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Érythrée soutient le gouvernement fédéral. Ce qui fait que donc, tous les ingrédients sont là pour que ça pète sérieusement. Et ce n'est pas une bonne augure, justement, si ce grand pays se met à... Mais justement, ça veut dire que, pour en venir à cela, mais est-ce qu'on a intérêt à laisser ce pays-là s'éclater comme ça? Mais moi, je pense qu'absolument pas, parce que déjà, comme il l'a dit, il y a plusieurs institutions internationales qui sont établies là. C'est un modèle de développement. Aucun pays ne mérite d'éclater en quelque sorte. Nous y reviendrons. Mais effectivement, vous avez cette expérience. On a cette expérience-là aussi en Afrique de l'Ouest, notamment les conflits qui sont un peu sur des bases ethniques. Ça finit très, très souvent mal, ce genre de conflit. Oui, même en Afrique, même au Rwanda par exemple, le génocide du Rwanda c'est sur des bases ethniques. Est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui à ce que l'Éthiopie tombe dans ce genre de désastre-là? Je dis non. Je pense que face au problème éthiopien, moi j'en appelle à la communauté internationale, pas seulement internationale, mais la communauté africaine aussi. Parce que l'Éthiopie, c'est l'OUA. Que fait l'OUA dans ce conflit-là? Qu'est-ce qu'on fait pour aider à résoudre ce problème-là? Puisque l'Éthiopie, le siège s'y trouve. Nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Depuis le début de ce conflit-là, on n'a entendu aucune voix. Aucune voix, je ne sais pas si je me trompe, mais aucune voix africaine qui va porter à résoudre cette problématique-là. Ça ne se fait pas. Bon, on va se tourner vers l'Occident pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, je dis, moi, ce que je condamne, quelles que soient les raisons qui peuvent justifier un conflit, une rébellion, je condamne toujours ça. Franchement, une rébellion contre un pouvoir légalement établi, ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Donc, quelles que soient les raisons qu'ont ces Tigréens ou quoi que ce soit, c'est un pouvoir légal qui est installé là et qui était en exercice du pouvoir. Donc, je pense que l'intérêt pour nous autres Africains, c'est de créer un environnement pour permettre à ces Éthiopiens-là de se retrouver, de discuter. Puisque le chef de l'OUA, c'est chez eux. Donc, on peut se retrouver, puis discuter, puis trouver des solutions idoines. Absolument, on a très souvent fustigé la position de nos organisations sous-régionales. Notons que un cessez-le-feu est en train d'être négocié par les acteurs internationaux et que l'Union africaine a joint sa voix aux autres acteurs internationaux, y compris ce matin, en demandant un cessez-le-feu en Éthiopie. Passons maintenant au Mali, où le Premier ministre revient d'une visite à Moscou. Ministre des Affaires étrangères. Passons maintenant au Mali, où le ministre des Affaires étrangères revient d'une visite à Moscou. Cette visite intervient dans le contexte du redéploiement de la force Barkhane, avec l'annonce il y a quelques mois d'une transformation de cette force-là et de la mise en place d'un nouveau schéma d'intervention internationale au nord du Mali. Face à ce regain de la Russie, face à ce gain de terrain de la Russie en Afrique et notamment au Mali,
de nombreuses voix s'élèvent pour fustiger ce changement de cap du nouveau gouvernement malien dirigé par une jeune au pouvoir. Monsieur Robert, vous êtes d'Afrique de l'Ouest comme nous tous, et je pense que cette situation nous interpelle un peu tous, de voir qu'il y a comme un regain de terrain de la Russie dans plusieurs pays, notamment le Mali, la Centrafrique, etc. Est-ce que c'est une alternative, notamment à la France qui est installée dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis plus de 60 ans? Oui, c'est bien de le dire parce que ce qu'il faut remarquer dans ça, c'est le retour en force de la Russie. Et ce retour en force-là marque quelque part, disons, la déception qu'ont les Africains face à la France-Afrique. Donc, tout à l'heure, tu l'as dit, pendant 60 ans, l'Afrique noire francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone a été un peu, je ne dirais pas gouvernée, mais a été un peu dirigée par la politique France-Afrique. Et qu'est-ce que cela a donné à ces Africains-là? Quel est le résultat de cette politique-là? Dans 90% des cas, la plupart des pays francophones africains sont déçus de cette politique-là. Donc, ils sont obligés de se tourner vers une autre vision. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce cas-là. Donc, c'est un retour en force de la Russie. Moi, je dis c'est à saluer, c'est une autre politique. Peut-être qu'on va essayer de voir ce que ça donne, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention quant à à la redistribution des cartes du monde. On ne change pas de partenaire comme ça, parce que, il faut le dire, hein, chacun a son jardin, son précaré qu'il protège. Est-ce que la France va se laisser faire dans cette politique-là? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est vraiment la grande question. Est-ce que la France va se laisser faire? Ça, c'est une super belle question qui permettra peut-être à Ibrahima de nous donner son point de vue sur la question. Notamment, plus récemment, nous avons vu que la France s'insurgeait contre la présence de la Russie au Mali, en disant notamment que la présence de la Russie était incompatible avec son intervention au nord du Mali. Trois présidents de d'Afrique de l'Ouest, de pays voisins au Mali, notamment du Burkina, du Niger et du Tchad, se sont rendus cette semaine en France pour en discuter avec les autorités françaises. Ibrahima. Oui, c'est sûr que là, il y a des choses qui bougent. Effectivement, le Mali essaie d'expérimenter un changement de sa politique étrangère en mettant la France devant ses responsabilités. C'est sûr que quand on regarde l'opération Barkhane et puis depuis l'intervention française dans le nord du Mali, effectivement, ce que dit le Premier ministre malien, la guerre, les djihadistes ont prospéré, les résultats sont minces par rapport à ce qui était dit. Le Mali ne contrôle presque plus que 30 à 40% de son territoire réellement, alors qu'on a une militarisation qu'on n'a jamais vue. Donc il y a 5000 hommes de l'armée française avec Barkhane, qui va être ramené à 2500-3000. Donc cette annonce du président Macron a créé justement de l'émoi chez la junte militaire qui n'ont jamais porté. Et cette junte vous dit, ok, donc dans ce cas-là, on va aller chercher une alternative. Maintenant, qui dit quoi, et sachant qu'il y a des enjeux internes dans chacun de ces bisbilles. La France va aller bientôt aux élections. Macron a besoin de montrer qu'il est régalien. Il sait que le bilan n'est pas très bon. Et puis pour la junte militaire, c'est sûr que l'orgueil national, le titiller, ça fait toujours du bien pour montrer que on est un vieux pays, on doit choisir qui on veut choisir comme partenaire, et la France n'a pas à nous dicter. Mais voilà, je suis souscrit avec ce que tu dis quand il y a un risque d'isolement du Mali, sachant que le Mali n'a pas les ressources de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Le Mali est un pays enclavé. Et surtout, ce qu'on est en train de voir là avec la réception des chefs d'État voisins, c'est qui peut compliquer les choses. Le Burkina, le Niger, il y a eu des déclarations d'ailleurs du Niger qui étaient presque un peu acrimonieuses envers la junte malienne. Donc le risque d'isolement du Mali peut coûter très cher au Mali, et sans compter les risques qu'il peut y avoir aussi même d'instabilité, parce que le régime de Assimi Goïta n'est pas totalement encore sorti de l'ornière. Et récemment, il y a eu une arrestation du 4e vice-président. Il y a encore donc des choses qui bougent à surveiller dans ce côté-là. Bon,
c'est sûr qu'en Guinée voisine, où s'il y a eu un coup d'État, la CEDEAO essaie de prendre des sanctions, mais tout le monde sait quand même que, voilà, mais nos pays sont tellement fragiles que on a besoin de repenser certaines choses, et c'est sûr que ce nouveau Premier ministre malien, Choguel Maïga, pose les vraies questions. Alors, est-ce qu'il a tous les atouts en main? C'est ça la question, sachant que les militaires sont quand même là, et puis est-ce que les militaires sont réellement dans un discours de refondation du pays, comme ils prétendent le dire, ou est-ce qu'ils veulent simplement prolonger la transition et se donner quelques années encore plus dans les bons bureaux de Bamako, alors que le pays brûle? Oui, absolument. Et on parle d'isolement de la junte au Mali, notamment avec les sanctions de la CEDEAO, plusieurs présidents de la sous-région qui semblent ne vouloir isoler les autorités maliennes. Mais on voit aussi qu'il y a comme une tendance à la diversification des partenariats militaires. Et ma question est toute simple. On voit un effet de contagion du terrorisme dans la sous-région, du Mali, nous avons aussi la Libye qui n'est pas épargnée, d'où les problèmes viennent d'ailleurs. Nous avons aussi le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu quelques petites attaques. Le Togo plus récemment semble-t-il déjouer une attaque la semaine passée avec un déploiement militaire très fort à la frontière avec le Burkina Faso. Est-ce que la France à elle seule aurait d'ailleurs pu jouer le gendarme ou éradiquer le terrorisme, notamment dans tous ces pays d'Afrique francophone où le terrorisme semble vouloir s'installer? Est-ce que la diversification des partenariats avec la Russie ou peut-être d'autres pays ne pourrait pas être un début de solution? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, mais cela joue sur des intérêts géopolitiques, économiques et tout et tout. Et donc, tout à l'heure, tu le disais, la France n'a pas pu jouer le rôle de gendarme. C'est ce qui explique cette montée du djihadisme dans ces différents pays-là. Maintenant, est-ce que diversifier les partenaires qu'on appelle politiques, économiques et militaires est une solution? Et si on l'a pour voir, aujourd'hui, la Russie, il y a la Russie, mais il y a aussi la Chine qui est là. La Chine qui est là, qui est aussi une autre alternative, qui attend. Maintenant, le problème, est-ce que la France, la question se pose quand même, est-ce que la France va laisser ces territoires qui sont comme sa chasse gardée, sa vache à lait, laisser d'autres venir quand même brouter dans son territoire? C'est là la grande question. C'est là la grande question. Moi, je pense qu'il faut ramener les débats autour de l'Afrique. Et là, pour le panafricanisme, ces organes comme la CEDEAO n'ont pas joué leur rôle. Pour moi, le problème du terrorisme, il devait être traité par les 15 pays de la CEDEAO dès le début. Et ce que ATT avait d'ailleurs dit, on ne l'avait pas écouté, au moment où ça commençait en disant mais c'est un problème sous-régional, le Mali seul ne pouvait pas. Alors, parce que ces gens sont descendus de l'Algérie pour venir s'installer dans le désert malien. Et donc, moi j'ai toujours milité pour qu'on fusionne nos armées. Pourquoi pas avoir une seule armée pour l'Afrique de l'Ouest? Et à ce moment-là, se donner les moyens d'un état-major, un seul état-major, et des drones, des avions, on pourra acheter à ce moment-là la dernière technologie et aller combattre ces gens. Mais par contre, sinon, avec nos petites armées, les uns contre les autres, on arrive toujours le médecin après la mort. Et c'est vrai, on a vu d'ailleurs au Burkina Faso, il y a eu des manifestations, ça devient de plus en plus insoutenable pour les populations de voir des écoles pillées, des écoles qui ne marchent plus, des préfectures entières abandonnées. Ben, je voulais vous demander de vous joindre à moi pour remercier nos chroniqueurs et nos invités. Je vous rappelle que nous étions avec Robert, qui est animateur de l'émission Témoignages sur Diaspora Interaction, et avec Ibrahima, qui est chroniqueur politique et qui nous accompagne tous les jours. Ben, je vous invite à rester avec moi pour le bref de l'actualité des derniers points de notre émission. Chers téléspectateurs, avec nous et plus près de chez nous, au Bénin notamment, nous avons acclamé le retour des œuvres d'art qui ont été remises par la France à ce pays. Le président Talon
lors de sa conférence de presse avec le président Macron, a précisé la valeur que ces œuvres d'art-là avaient pour le Bénin, mais aussi pour toute l'Afrique. À l'international maintenant, la COP26, ce sommet sur le climat, vient de s'achever à Glasgow. Après moult négociations, cette COP26 a donné lieu à une déclaration commune durement arrachée et un peu édulcorée, qui, nous l'espérons, nous permettra d'avoir des avancées internationales sur la lutte contre les changements climatiques. Plus près de chez nous maintenant, au Québec, la ville de Québec a un nouveau maire. Élu, non pas à la surprise générale, mais à la suite de moult discussions et de moult tergiversations, notamment dans les médias, avec l'annonce d'une maire, puis la rectification et l'annonce de la victoire d'un nouveau maire. Le nouveau maire de Québec a prêté serment aujourd'hui. Nous espérons qu'il travaillera non seulement avec la communauté afrodescendante, mais aussi avec toutes les différentes communautés qui font la richesse de cette belle nation, le Québec. Notons aussi que les candidats issus de la diversité n'ont pas réussi à faire la percée tant espérée, malgré la belle campagne qu'ils ont menée. Ils ont été reçus sur notre plateau au cours des semaines passées afin de présenter leur projet de société et de répondre aux différentes questions sur ce qu'ils comptaient apporter à la ville de Québec. Nous espérons qu'au cours des prochains rendez-vous électoraux municipaux, plus de conseillers municipaux issus des minorités pourront être élus. Chers téléspectateurs, amis de Diaspora Interaction, je voudrais vous remercier de nous avoir suivis et je vous invite à rester connectés sur nos différents médias YouTube et Facebook afin de ne rien manquer de l'actualité d'ici et d'ailleurs, de l'actualité africaine. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous invite à nous suivre lors de notre prochaine émission. Merci.